Bonjour, bonsoir à tous, selon votre fuseau horaire, et bienvenue à ce webinaire organisé par COPAX, Conscience congolaise pour la paix. Je m'appelle Edgar Ngawala et je suis le modérateur. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois sur Facebook et d'autres réseaux sociaux, COPAX est un organisme qui regroupe un vaste réseau d'artisans de paix qui travaillent ensemble pour construire la paix par la justice afin de mettre un terme à l'impunité en RDC. Si vous souhaitez vous engager et ainsi donc répondre à l'appel de notre personnalité de référence, j'ai cité le docteur Denis Mukwege, vous pouvez aller sur copax.org et cliquer sur adhésion. Comme nous le savons tous, si on se réfère aux prescrits de la Constitution, nous sommes appelés à aller aux urnes en décembre 2023. C'est ainsi que COPAX a décidé d'organiser une série de webinaires avec un focus sur ces dites élections. Pourquoi ce focus? Parce que tout simplement, qui dit élection, dit nouveau départ, dit nouveau quinquennat. En tant que citoyens congolais, nous estimons qu'il est de notre devoir de réfléchir sur ce qu'il y a lieu de faire afin d'offrir des meilleures perspectives à nos concitoyens. Donc aujourd'hui, nous allons discuter c'est en fait le deuxième webinaire de la série, et le thème est élection 2023, quelles infrastructures pour le Congo de demain? Pour traiter de la question avec moi, j'aurai trois intervenants. J'ai d'abord Monsieur David Mouchamaliroy, ingénieur et docteur avec spécialité en électricité. Il nous rejoint de Paris. Bonjour David. Oui, bonjour tout le monde. Merci. Nous avons Madame Falon Botakana, coordinatrice locale de COPAX. Elle est basée à Listala, dans la province de la Mongala. Bonjour Madame Botakana. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Et enfin, nous avons Monsieur Faustin Goubi, coordonnateur local de COPAX à Goma, dans le Nord Kivu. Il est aussi coordonnateur assistant de la commission diocésaine Justice et Paix. Bonjour, Monsieur Ngoubi. Bonjour à toutes et à tous. Parfait. Donc, nous parlerons aujourd'hui de tout ce qui est les infrastructures dont le Congo aura ou aurait besoin, mais la question est relativement large. Donc, il est évident que nous ne pourrons pas faire le tour complet de la maison, de la question. En effet, ce que nous nous proposons aujourd'hui d'effectuer, c'est un tour d'horizon. Quel est l'état actuel de nos infrastructures? Quels sont les défis que cet état cause à nos populations, auxquels ils doivent faire face pour pouvoir effectuer les différentes choses qu'ils ont à faire? Donc, si nous devons aborder la question, et bien entendu, il y a des infrastructures de transport. Je pense à des routes, des chemins de fer, les ports, les aéroports. Je pense à tout ce qui est électricité et énergie renouvelable. Je pense aux soins de santé, à l'accès à l'eau. Je pense à tout ce qui est éducation. Je pense à tout ce qui est infrastructure digitale. Donc, comme je l'ai dit, il ne sera pas possible de faire le tour de toute la question, mais nous allons aborder certains points pour pouvoir éclairer l'opinion sur l'état actuel de nos infrastructures et ce qu'on devrait construire comme infrastructure pour le bien-être de notre population. Alors, pour commencer, je vais inviter un de nos coordinateurs locaux de nous donner, de nous peindre, si vous voulez, leur réalité locale à Goma respectivement et à Lissala. Quel est l'état des infrastructures actuelles? Quels sont les défis auxquels ils sont confrontés de manière quotidienne? Et plus tard, le docteur Mouchamaliroy David va nous faire une analyse plus globale
et bien entendu proposer des solutions sur l'un ou l'autre secteur. Encore une fois, comme je l'ai dit, nous ne pourrons pas faire le tour de toute la question dans un webinaire, mais nous regarderons partiellement, eu égard à la contrainte de temps, ce que l'on peut faire. Donc, j'aurais souhaité que M. Ngoubi Faustin de Goma puisse ouvrir les débats, nous décrire un peu la situation des infrastructures localement à Goma, et ensuite nous allons donner la parole à Madame Fallon Botakana, et enfin, Monsieur David Mouchamalouba va conclure. Donc, Monsieur Ngoubi, vous avez plus ou moins une dizaine de minutes, 10 à 15 minutes, pour pouvoir exposer. Et ensuite, nous donnerons la parole à Madame Botakana. Donc, Monsieur Ngoubi, allez-y, vous avez la parole. Merci, Monsieur le secrétaire général d'intérim de COPAX, pour m'avoir d'abord donné cette opportunité afin que je puisse intervenir sur les sous-points qui se trouvent dans les points globaux, en l'occurrence élection 2023, quelles infrastructures pour les Congo de demain, que nous allons exposer sur l'état des lieux des infrastructures actuelles dans la ville de Goma et les défis ou les challenges que nous rencontrions. En fait, je propose à ce que mon intervention va s'articuler autour de points suivants. D'abord, il y aura une brève introduction. Et puis, comme nous le savons, nous ne pouvons pas parler de l'état des lieux des infrastructures actuellement, ça pour autant revisiter une brève historique de la ville de Goma. Donc, ça sera le deuxième point. Le troisième point, ça sera l'état des lieux à bref des infrastructures de Goma. Et puis, nous allons voir d'où nous venons, c'est-à-dire cette petite historique des infrastructures. Et puis, là où nous sommes actuellement. Et enfin, je vais clore ma présentation par une brève conclusion. Alors, ça, pour autant tarder, nous savons que la ville de Goma actuellement est présente à l'extérieur et même à l'intérieur de notre pays, deux images qui contrastent malheureusement. La première image, c'est que beaucoup savent que la ville de Goma, c'est une ville qui a traversé des guerres récurrentes, comme c'est parce que la ville de Goma, elle est le chef-lieu de la province du Nord Kivu, et la province du Nord Kivu, depuis plus de 20 ans, traverse des guerres à répétition, et ces guerres n'ont pas épargné jusqu'à aujourd'hui la ville de Goma, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Et à cause de ces guerres-là, il y a eu beaucoup de violence dans la ville. Il y a eu beaucoup de dégâts sur le plan des violations des droits de l'homme. On y enregistre de tueries du jour le jour. Et tout ça, ça ternit l'image de la ville de Goma. Deuxième image, c'est que si vous arrivez actuellement dans la ville de Goma, vous trouvez une ville qui avance, une ville qui est dans une dynamique de développement continu. Et quelquefois, ça prête à confusion aux gens qui viennent, qui quittent ailleurs, et qui arrivent ici, qui voient comment est-ce que Goma avance, comment est-ce que Goma se présente comme une ville plus belle, je peux dire même actuellement, elle est la plus belle ville du pays.
si vous pouvez m'autoriser à le dire. Je vais sur la brève historique de la ville de Goma. En fait, la ville de Goma est le chef-lieu, comme je vous l'avais dit, est le chef-lieu de la province du Nord Kivu, qui a été créé par l'ordonnance numéro 88, 170 du 15 novembre 1988, après le découpage de l'ancien Kivu, qui porte les 3 provinces actuelles, donc la province du Sud Kivu, la province du Maniema et la province du Nord Kivu. Elle est limitée au nord par le territoire de Nyiragongo, au sud par la province du Sud Kivu, à l'ouest par le territoire de Massissi et à l'est par la République rwandaise. Elle s'étend sur une superficie de 66 824 km², soit 11% de la province du Nord Kivu. La ville de Goma, elle est bâtie au pied des volcans Nyiragongo et Karisimbi. Elle est entièrement couverte de sols volcaniques avec un relief non accidenté. Et son altitude varie entre 140 mètres au bord du lac Kivu et 2000 mètres au point d'injonction avec la chefferie de Bukumu. La ville de Goma est composée par 2 communes, la commune de Goma et la commune de Karisimbi. Et elle est actuellement, elle a 18 quartiers. Je m'en vais vous donner l'état de lieu des infrastructures dans la ville de Goma. Et pour vous les donner, je voulais un peu situer d'où nous venons. Il est important ici de savoir qu'à l'époque coloniale, vers les années 1930, il existait un village. Donc, Goma était un village de pêcheurs. Et cas de travail de la compagnie de chemin de fer des Grands Lacs africains, qui deviendra plus tard la société de fer de l'Est. Alors, à cette période, la ville de Goma constituait un point d'aboutissement des réseaux routiers de la compagnie du Congo et servait de port d'étalage pour le transportement des produits agricoles et des matériels de construction provenant de Bukavu ou à destination de Bukavu. Et à ce temps-là, la SNCC voulait relier en fait les Katanga au Kivu par train et par bateau, suivant l'itinéraire Lubumbashi, Kalemi, Uvira, Bukavu, Goma. C'était ça la vision de l'SNCC qui était dirigée à l'époque par les colons. Alors, cette ville a connu son épanouissement sous diverses formes. D'abord, il y a eu le développement des échanges économiques avec différents milliers, la croissance démographique, l'installation de certaines usines telles que l'Office national des cafés et les usines de Supermatch. Alors, cela a eu comme conséquence d'attirer plusieurs personnes dans la ville de Goma. Alors, maintenant, nous sommes où? La ville de Goma actuellement, les infrastructures de la ville de Goma. Alors, profitant de sa position géographique, la ville de Goma dispose de diverses infrastructures qui participent
à son ouverture à d'autres pays, provinces et villes. Elle est dotée d'un aéroport international qui facilite les échanges avec d'autres pays étrangers et les provinces du pays. Les échanges commerciaux sont plus intensifiés par voie terrestre qui la relie à l'Ouganda, au Rwanda et aux centres commerciaux de Beni et de Butembo. Alors, comme je vous l'avais dit, la ville de Goma, c'est une ville dynamique et résiliente. Elle a une population vraiment dynamique qui participe activement à son développement. Ce dynamisme se remarque pendant le règne de feu gouverneur Kondevila Kikanda. Il fut le gouverneur de la province du Nord Kivu de 1988 à 1990. Alors, le gouverneur Villa, qui était le premier gouverneur à gérer la province du Nord Kivu après le démembrement du Grand Kivu, il avait vraiment un challenge. Le challenge, c'était comment il peut développer sa province, lui qui fut le premier gouverneur après le découpage. Alors, il a instauré une pratique de créer un partenariat public-privé, c'est-à-dire le dirigeant de la province à cette époque ont tissé des liens avec les privés, les commerçants privés. Ils ont instauré un système de prélèvement d'une taxe sur les produits pétroliers. Et cette taxe a été gérée par les commerçants. Donc, le gouverneur à l'époque avait dit aux commerçants de créer un compte dans lequel sera logé l'argent issu de ces taxes-là. Et cet argent-là, qui était prélevé dans les produits pétroliers, servait au développement de la province du Nord Kivu. C'est pour cette raison même qu'on a eu de bonnes routes dans la ville de Goma. S'il y a un ancien de la ville qui se rappelle les tronçons Signers vers l'ancienne cathédrale, c'était une route à béton armé, une très bonne route qui était construite grâce à ces partenariats public-privé. Et si on peut réfléchir notre mémoire, c'est d'ailleurs grâce à ça que le feu gouverneur Kondevile Kikanda a été élu massivement dans la ville de Goma à la députation nationale pendant les élections de 2011. Il fut le premier mieux élu à la députation nationale ici et on l'a accompagné grâce à ces efforts-là. Alors, actuellement, la ville de Goma se développe, comme je l'avais dit, et si vous y entrez, vous trouvez de bonnes routes grâce à cette pratique-là, public-privé, parce que cette pratique a été épousée, si vous voulez, par l'ancien gouverneur Julien Paluku, qui avait encore ressuscité cette pratique-là. Et jusqu'à aujourd'hui, ce sont les commerçants qui gèrent l'argent ici des taxes du produit pétrolier. Et c'est grâce à cet argent-là que des routes sont construites dans la ville de Goma. Et maintenant, on est en train d'attaquer les routes des avenues. Il y a des avenues qui sont pavées grâce à cet argent. Vous voyez même, il y a des ronds-points
qui sont réhabilités et construits. C'est grâce à ces partenariats publics-privés. Oui, oui. Alors, je termine. Je dis, bon, les challenges. On a des challenges. Le premier, c'est que la ville de Goma est exposée à deux dangers majeurs. Nous sommes tout près de deux volcans actifs, les volcans Nyiragongo et Nyamulagira. Il y a aussi le deuxième danger, c'est la présence du gaz méthane dans le lac Kivu. Et lorsque vous imaginez, si aujourd'hui nous avons des éruptions volcaniques et ces éruptions, si ça s'oriente dans les lacs et si la lave se rencontre avec le gaz méthane, en tout cas, la ville de Goma disparaît et toute vie humaine disparaît dans la ville. Alors, pour conclure, parce que le temps n'est plus à notre faveur, pour conclure, nous disons que face à ces dangers, le gouvernement de la République a prévu un plan de sauvetage, et ce plan de sauvetage est lié à la délocalisation partielle de la ville de Goma, c'est-à-dire 10 quartiers qui sont marqués à rouge doivent être délocalisés. Délocalisés à Sake et une partie vers Mugunga. Il y a aussi un plan de la construction d'une route qui doit ceinturer la ville de Goma à partir de 10 mètres de rive, donc partant de Grande Barrière jusqu'à Sake, et qui passe au bord du lac Kivu. Mais malheureusement, actuellement, les gouvernants ont cédé les 10 mètres de rive au privé et aujourd'hui, la population n'a plus accès à cette partie de lac Kivu. Je dis et je vous remercie. Merci, M. Ngoubi, pour cet exposé magnifique. Donc, Goma, ville martyre, ville qui avance, dotée d'un aéroport international, des routes qui relient l'Ouganda, Beni Butembo à la ville de Goma, quand même des défis qui, en partie, ont été relevés par le gouverneur Condé Vilakikanda avec sa pratique du partenariat public-privé qui a permis d'avoir suffisamment de fonds pour quand même rendre la ville de Goma assez agréable en termes de route. Bien entendu, il y a toujours des challenges qui restent, à savoir les volcans qui sont là et qui nous rappellent à tout moment la force de la nature, et aussi la présence du gaz méthane dans le lac Kivu qui à tout moment peut annihiler toutes les vies dans la ville. Donc, le plan de sauvetage est là pour délocaliser quand même certains quartiers vers, j'imagine, Saké, et bien entendu aussi trouver d'autres moyens pour ceinturer la ville. Malheureusement, certaines plages ont été acquises par des particuliers. Merci pour votre exposé. Donc, maintenant, on va demander à Madame Fallon Botakana si Madame Fallon, qui est notre coordinatrice locale à Lissala, dans la province de la Mongala, elle va donc nous parler un peu de l'état des infrastructures actuelles là où elle se trouve, dans la ville de Lissala et pourquoi pas dans toute la province, les défis auxquels les habitants de la Mongala en général sont confrontés et de nous donner sa vision des choses. Donc, Madame Botakana, vous avez entre 10 et 15 minutes pour exposer. Donc, je vous en prie, vous avez la parole. Désactivez votre micro, s'il vous plaît. Non, vous avez votre micro est fermé. Ouvrez-le, s'il vous plaît, le micro. Ah, là, c'est bon. Vous pouvez parler.
Merci, Monsieur Edgar, de m'avoir accordé la parole. Je remercie également les administrateurs de CELID adhérents qui m'ont fait confiance pour intervenir à ces webinaires. Je salue également tous les membres de COPAX à tous les niveaux, ainsi que tous ceux qui sont connectés à ces webinaires sur la plateforme Zoom, sur Facebook et ailleurs. Mon intervention sur ce sujet sera présentée sous forme d'un exposé afin de ressortir le mail absente dans le décollage de la province à laquelle je suis originaire. Nous savons tous que les infrastructures sont essentielles au développement d'un pays, offrent de nombreux avantages. Je vais ici faire parallélisme de ces avantages en présentant l'état actuel du territoire de l'Issala. Parlons d'abord des infrastructures de commercialisation pour le développement économique. Premièrement, les routes, que ce soit nationales ou des dessertes agricoles, l'état actuel est délabré. Il y a eu plusieurs travaux d'entretien effectués par des organismes internationaux en système IMO, c'est-à-dire cantonnement manuel, mais avec la nature du sol sableux et religieux de l'Issala, on ne se tient pas une saison. Elles sont détruites aux premières pluies diluviennes. Toutes les productions paysannes se trouvent alors coincées dans les arrière-lieux. Et pourtant, les infrastructures bien développées facilitent les activités économiques en permettant un transport efficace de marchandises, des personnes, en offrant des services de communication fiables et en créant un cadre propice aux investissements. Donc, les infrastructures routières de la Mongala sont chaotiques. Donc, deuxièmement, en ce qui concerne les infrastructures qui améliorent la qualité de vie des citoyens, on leur offre un accès adéquat aux services essentiels tels que les écoles, les hôpitaux, le système d'approvisionnement en eau potable, les réseaux de distribution d'énergie. Elles sont complètement paralysées. Les écoles et les hôpitaux, par exemple, sont esquissés de l'extérieur, mais dedans, ils sont regrettables et c'est une situation générale. Pas de bancs dans les écoles, pas de lits, matelas, médicaments dans les hôpitaux. Et ne parlons pas de la prise en charge médicale adéquate. Pour l'eau potable, il y a un système de distribution d'eau potable installé depuis 2011, mais la population ne le préfère pas à cause de son goût trop salé et certaines propriétés jusqu'à présent non expliquées à cette population. Ces raisons n'atteignent que 30% de la population, car au reste, ils se servent de vendeurs ambulants au prix de 0,25 $ par 25 litres. Pour l'énergie électrique, il y a rien dans ces domaines. Donc, dans la province de la Mongala, du côté énergie électrique, il n'y a plus rien. Et cela démontre l'absence totale d'investissement en termes d'usines, de production, d'handicap, d'appui dans presque tous les secteurs. Pas même de chambres froides pour ne citer que cela. Donc, dans toute la province de la Mongala, nous n'avons même pas une chambre froide. Donc, les infrastructures telles que les écoles, hôpitaux, eau potable sont un problème à l'Issala. Pour les routes à l'intérieur même de la ville, les graves érosions ont divisé les quartiers, les avenues. L'Issala, le chef-lieu de la province, est menacé d'être scindé en deux dans les années à venir. Au moment où je vous parle,
il y a plus de centaines de familles qui sont menacées de quitter leur maison à cause des érosions. Et plusieurs d'autres familles le sont déjà. Cela est dû par l'absence des systèmes de canalisation d'eau et d'urbanisation modernisés face à l'augmentation de la population. Donc, des infrastructures robustes et bien conçues peuvent aider à atténuer ces effets de catastrophes naturelles en permettant une réponse rapide et assurant la continuité des services essentiels. Le deuxième point que je vais présenter sont des infrastructures de transport, telles que le port maritime, les aéroports, les réseaux ferroviaires, qui facilitent les échanges commerciaux en permettant les rapports rapides et efficaces de marchandises. Je préfère parler d'abord de l'aérodrome de Lissala. Il y a plus de 25 ans, cet aérodrome a été appelé aéroport international de Lissala car il accueillait tout type d'appareils. Mais aujourd'hui, ce piste se trouve dans un état critique suite à la guerre de rébellion de 1998. L'Israël ne peut même pas recevoir de gros porteurs à réacteurs au risque d'aspirer les cailloux. D'où le prix le plus élevé des billets d'avion qui s'élève à $250 aller seulement, pour aller simple. Et les frais s'élèvent à $5 par kilo. Un kilo équivaut à $5 dans la province de la Mongala. Donc, ça cargo, pas de commerce rapide, fiable, d'où la province est réputée ayant la vie chère en produits importés. Donc, l'inexistence d'un réseau ferroviaire sur toute l'étendue de la province. Le port maritime est le seul héritage qui se tient normalement bien et son acquis est à bénéficier d'un aménagement qui sert un peu bien. Je vais parler maintenant de celles qui renforcent la connectivité. Les infrastructures de communication comme les réseaux de télécommunications et les Internet à haut débit. Connecter les citoyens et favorise l'accès à l'information, ce qui contribue au développement social, économique, culturel. C'est un cas général dans toutes les provinces de la RDC, peu fiable, oui. Mais pour les cas d'Internet, mon avis est que la province de la Mongala en général et le territoire de Lissala en particulier est le dernier en qualité d'Internet. À cette époque de la modernité, il y a des zones de bonne connectivité qui ont transformé des navigants aux explorateurs juste pour être connectés à l'Internet. Il n'est pas possible d'utiliser ces mégas activés dans des heures tardives, sinon pas la peine pour tenter. Donc, c'est le point chaud de la situation déplorable dans le territoire de Lissala, précisément dans la province de la Mongala. Donc, ensemble, les infrastructures sont un pilier essentiel du développement d'un pays et de l'amélioration de la qualité de vie de ses citoyens, en favorisant la croissance économique et la connectivité d'emploi et la résilience face aux défis. Les infrastructures nécessitent vraiment une main-d'œuvre importante, ce qui génère des emplois et stimule des croissances économiques. Et l'image même d'une nation réside en ces infrastructures. Je conclue en disant que l'état des infrastructures de ma province est quasi inexistant. Et voilà. C'est quelques points comme contribution et je vous remercie de votre attention accordée à mon intervention. Merci, Madame Falon Botakana. Triste constat. Effectivement, vous avez raison. Les infrastructures sont un pilier essentiel au développement de la nation.
elle permet l'amélioration de la qualité de vie de ses citoyens, elle stimule la croissance économique. Vous avez tout à fait raison. Les difficultés que vous rencontrez, ce sont des routes qui rendent très difficile la connectivité d'un point de la province à un autre, qui ne permet pas nécessairement d'échanges agricoles, une infrastructure déficiente qui fait qu'il y a beaucoup d'érosion dans votre ville et malheureusement, on peut voir des familles scindées en deux, des écoles sans bancs, des hôpitaux sans lits avec des qualités de services qui laissent à désirer, de l'eau potable salée qui n'est pas utilisée par la population. Bref, une vision extrêmement morose. Merci, Madame Botakana. Je vais vous revenir plus tard pour les questions. Donc, pour notre audience qui nous suit sur Facebook ou sur Zoom, après l'intervention du docteur David Mouchama-Leroy, il vous est loisible de poser la question aux intervenants. Nous n'en sommes pas encore là, mais sentez-vous libre le moment venu de poser vos questions sur le chat ou simplement lever votre main et nous serons en mesure de vous laisser poser votre question. Alors, après avoir entendu ces récits locaux, Monsieur Mouchama-Leroy va nous dépeindre une vision plus globale de la situation et peut-être nous proposer ses analyses et solutions. Alors, David, si vous voulez bien y aller. Vous avez plus ou moins 15 à 20 minutes. C'est à vous de voir, 15 à 20 minutes. OK, je vais essayer. Est-ce que je peux avoir l'écran, s'il vous plaît, parce que j'aimerais peut-être me servir de mon PowerPoint. Allô? Je m'excuse. Voilà. Vous pouvez y aller, s'il vous plaît. OK, merci. D'abord, merci pour les deux interlocuteurs, Austin et puis Madame Botakana. Et en particulier, Madame Botakana, elle a bien dressé le tableau auquel moi aussi je pensais. Et je crois que ce tableau qu'elle a brossé est valable non seulement pour l'Issala, mais pour l'ensemble des provinces rurales de notre pays. Donc, quelles infrastructures pour le Congo de demain? C'est un sujet qui est très vaste, bien sûr. Et nous allons essayer de le balayer assez rapidement, non seulement en nous basant sur quelques exemples locaux, mais aussi en essayant de brosser un tableau le plus global possible au niveau de tout le pays. Donc, je voudrais parler en particulier, dans un premier temps, bien sûr, des objectifs des infrastructures qu'un pays peut avoir, en l'occurrence la RDC. Et puis, nous passerons aussi en revue rapide des états des lieux de ces infrastructures, et en particulier les infrastructures de transport routier, transport ferroviaire, transport fluvial et lacustre, les infrastructures aériennes. Puis à ce moment-là, nous allons voir quelles sont les solutions que l'on peut proposer. Ensuite, je vais présenter un budget qu'il faut prendre, bien sûr, avec des pincettes, parce que les calculs ont été basés sur des estimations ou des approximations. À la fin, nous aurons quelques conclusions et recommandations. Bien sûr, il y a beaucoup d'infrastructures, comme il a été souligné, dont les infrastructures de transport énergétique, les infrastructures sanitaires. Nous n'allons pas détailler toutes ces infrastructures, mais nous allons nous focaliser sur le transport et sur le transport, justement.
J'espère que dans un prochain webinaire, nous aurons l'occasion de parler plus en détail de l'énergie, en particulier l'énergie électrique. Madame Botakana a bien souligné qu'à Alisala, il n'y a pas d'énergie électrique du tout. Et c'est dommage puisque les possibilités, il y en a. Je ne parlerai pas non plus donc des hôpitaux ni de l'eau potable. Peut-être que ça pourra faire l'objet d'autres webinaires. Quels sont les objectifs pour développer les transports dans un pays donné? La première chose, c'est pouvoir assurer la connectivité entre les provinces. Pas des échanges commerciaux, pas des échanges économiques, pas des échanges culturels. C'est en vue d'assurer la liaison des territoires avec les provinces voisines et avec l'extérieur. Donc, en vue donc, de désenclaver les provinces. Comme vous le savez, les régions ne sont pas riches de la même manière. Ce qui est produit là-bas n'est pas produit ici. Donc, les infrastructures de transport permettent la complémentarité des richesses de ces différentes régions. Si les territoires sont reliés entre elles, si on peut se mouvoir d'un point à un autre, on a le sentiment d'appartenir à une nation et donc ça assure la cohésion nationale. Voilà, comme les produits sont généralement produits dans des zones relativement éloignées des centres de consommation, il faut bien qu'on puisse assurer le transport ou le transfert de ces biens de consommation vers les consommateurs. Et donc, les routes des dessertes locales sont tout à fait fondamentales. Alors, en ce qui concerne les infrastructures de transport routier, là, vous voyez bien sûr une image que on aimerait ne plus voir dans le Congo de demain. C'est pour vous dire que les infrastructures routières en RDC sont, comme Mme Boudakana l'a souligné, sont dans un état délabré. Et pourtant, le transport routier, oui. Est-ce que tu partages quelque chose? Oui, normalement, oui, justement. Oui. Je ne vois pas, peut-être que je suis le seul. Moi, je ne vois pas encore. Oui, est-ce que j'ai le contrôle? Oui, tu es co-animateur, hein, tout à fait. Peut-être il faut faire une manœuvre de ma part. OK. Normalement, vous devez partager peut-être votre écran. Je ne sais pas. Est-ce que, Faustin, toi, tu vois quelque chose? Je ne sais pas. Non, il n'y a rien. Non, pas du tout. OK. Je ne vois rien. Il faut peut-être une manœuvre, mais avion. Hide full screen, non? Ah, attends, oui, share screen. C'est peut-être là. Oui. Share. Ah, là, on voit. Voilà. Ah, bon, ça change tout. Oui. Merci, Oui. merci. Allez-y. Donc, je parlais de l'état des lieux des infrastructures de transport routier en RDC. Comme l'a souligné Mme Botakana, dans la plupart des régions, les routes sont dans un état délabré. Que ce soit au nord, au centre, au sud du pays, c'est pratiquement pareil. Et pourtant, on a un réseau routier qui avait été conçu par le colonisateur. C'est un réseau qui est tout à fait maillé. On va voir la carte tout à l'heure. Et malheureusement, ce réseau n'a pas été entretenu et il n'a pas été développé. Donc, nous retrouvons un peu partout des situations comme celle-ci où les camions sont embourbés et cela occasionne des longues heures, même des jours de transport. Pour faire 100 km, peut-être on a besoin d'un mois, attendre que l'eau se dessèche et que le camion puisse encore repartir. Bon. Donc,
En gros, la RDC compte environ 2800 km de routes principales asphaltées, donc soit seulement 1 km pour 1000 km², ce qui est vraiment très bas et ça nous place à la queue de l'ensemble des États. Donc, ce réseau est tout à fait impraticable. Voilà une autre image qui montre bien l'état des routes, mais il faut quand même souligner tout n'est pas tout à fait noir. On a par exemple ce pont-là qui a été jeté entre quelque part dans le Kasaï. On voit c'est un joli pont, mais encore faut-il qu'on puisse l'entretenir et qu'il puisse relier les deux côtés de la rive et faciliter le transfert des marchandises. Alors, j'ai dressé un tableau de l'ensemble des tronçons routiers qui ont été conçus par le colonisateur. Et ça sont des informations que l'on trouve dans le domaine public. On voit très bien que le réseau, si on regarde même la carte qui est à côté, c'est un réseau qui est tout à fait maillé, qui est assez maillé. Malheureusement, comme vous pouvez le remarquer sur cette carte, on a la légende qui nous indique l'état des routes. Rouge, c'est mauvais. Vert, c'est-à-dire bon ou moyen, mais on voit que la plupart des tronçons sont vraiment en rouge. Ça veut dire que tout simplement, ces tronçons-là ne sont pas praticables ou en tout cas, ils le sont dans des conditions très difficiles. Donc, on a toute sa potentialité qu'il va falloir, dans le Congo futur, réhabiliter et moderniser pour qu'on puisse avoir justement un réseau qui est digne d'un pays du XXIe siècle. Alors, nous avons à côté des routes, nous avons aussi un réseau ferré. Au Congo, nous avons environ 5000 km de voies ferrées, mais ces voies ferrées sont aussi dans un état lamentable. Et malgré les potentialités électriques dont nous disposons, uniquement 17% de ces voies sont électrifiées. Voilà. Et les gares, comme vous le savez, ne sont pas dans un état acceptable. Les rails sont également en état non conforme, et si bien que assez souvent, on déplore des déraillements. Donc, le réseau, comme on peut le voir sur la carte d'à côté, voilà, il est là, mais sa viabilité ou son état actuel reste aussi à désirer. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Comme vous le savez, le Congo est un pays qui est vraiment inondé par des ressources d'eau. Là, on voit que les possibilités de la navigation fluviale et lacustre sont aussi énormes. On peut pratiquement aller partout de l'est jusqu'au sud en suivant en naviguant sur les fleuves et les rivières, mais malheureusement les infrastructures n'ont pas suivi. Si bien qu'au total, on dispose d'à peu près 16 000 km de voies navigables et 40 ports, mais les conditions de navigabilité sont quand même assez difficiles, sont très difficiles. Il n'y a pratiquement pas de signalisation sur les rivières, si bien qu'on assiste aussi assez régulièrement à des catastrophes, que ce soit sur le fleuve, sur les rivières et sur les lacs. En termes d'infrastructures aériennes, le Congo dispose d'un certain nombre d'aéroports et aérodromes.
pratiquement tous construits à l'époque coloniale. Sauf, je me souviens très bien quand même, l'aéroport de Bukavu date des années 70 ou 80. Malheureusement, ces aéroports ou aérodromes sont dans un état aussi lamentable et la plupart des pistes sont encore des pistes en terre battue. Vous vous rendez compte si un avion doit atterrir sur une piste en terre battue, comme Mme Bokatan l'a souligné, ces pistes ne peuvent pas recevoir des avions de gros porteurs ou des avions à réaction sous peine d'absorber la poussière dans les réacteurs. Voilà, les temps dans lesquels ça se trouve. Et le plus important aussi, c'est que le contrôle aérien n'est pas aux normes, si bien que les aviateurs qui traversent la RDC disent que le Congo, c'est un trou noir. Voilà, parce que quand ils traversent le Congo, ils ne reçoivent pas toutes les informations de navigation qu'il faut pour pouvoir piloter en toute sécurité. Alors, la conséquence de cet état des infrastructures, c'est qu'en ce qui concerne les moyens de transport, voilà, cet état-là est à l'origine des accidents, des catastrophes à répétition, où des milliers de nos citoyens ont déjà perdu la vie. Et bien sûr, des catastrophes qui sont produites, qui se produisent sur les routes, sur le fleuve, sur les lacs, et tout ça fait que les échanges commerciaux ne peuvent pas se dérouler dans des conditions optimales et ça ne fait que freiner le développement du pays. Alors, quelques solutions que l'on peut proposer. Il y a, en ce qui concerne les infrastructures, presque toutes les infrastructures d'ailleurs, il y a deux mots-clés, c'est la réhabilitation et la modernisation. Réhabilitation parce que les bases de ces infrastructures existent, mais il faut les réhabiliter, il faut les remettre aux normes, il faut les consolider. Au lieu d'avoir une route en terre battue, il faut avoir une route asphaltée qui soit durable dans le temps. Et voilà, et conforme aussi aux normes standards en vue d'éviter les accidents, ainsi de suite. Donc, nous pensons que l'État devrait se fixer un objectif annuel du nombre de kilomètres à réhabiliter, par exemple, par an ou bien par an. Voilà, le Congo, c'est pratiquement le seul pays au monde où on peut passer une année, 2 années sans assister à une inauguration d'un tronçon de route. Et pourtant les besoins sont là. Bon. Pour cela, il faudra que l'État puisse mettre les moyens en place. Et ces moyens, comme notre ami de Goma l'a souligné, peuvent être des moyens, les moyens locaux par des partenariats publics-privés. Mais comme quand même, on va voir plus tard que ces moyens sont colossaux, il faudra à un certain moment aussi recourir à des capitaux extérieurs. Donc, toutes ces infrastructures méritent d'être modernisées, que ce soit le ferroviaire, que ce soit l'aérien, de manière à ce que notre pays soit aussi rangé parmi les pays qui décollent. Je vais sauter les détails sur les choses qu'il faut faire, puisque nous savons très bien qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je vais quand même souligner un autre aspect de modernisation ou bien de réhabilitation. Peut-être
peut-être que même n'importe quel gouvernement devrait être à mesure de faire, c'est de réformer les secteurs. Réformer les secteurs, et ça ne demande peut-être pas beaucoup de moyens, mais si on réforme, on met des lois qu'il faut et qu'on puisse appliquer ces lois, on peut déjà, par exemple, éviter des accidents ou des catastrophes si ces lois sont appliquées. En termes de budget prévisionnel, là, c'est vraiment avec des pincettes que je vous demande de prendre ce chiffre parce que j'ai fait des calculs qui sont basés sur des coûts approximatifs et unitaires qui sont applicables en Afrique subsaharienne. Et par exemple, le coût d'un kilomètre de route en Afrique centrale, ou bien le coût d'une voie ferrée, le coût d'une locomotive. Et puis, j'ai estimé les quantités qu'il faudrait sur, par exemple, sur un laps de 5 ans. Et ce qui nous a permis de calculer pour chaque type d'infrastructure, c'est-à-dire ferroviaire, pas de routière, ferroviaire, navigation fluviale. Là, je n'ai pas tenu compte de l'énergie électrique. J'espère que nous aurons l'occasion de développer ça un peu plus tard dans un autre webinaire. Et on arrive à un chiffre, oui, qui a l'air d'être colossal, d'environ 55 milliards de dollars sur 5 ans. Bon, vous direz bien sûr que c'est un chiffre colossal, mais c'est le prix à payer si un pays comme le nôtre veut se développer et se mettre aussi en état de marche. Bon, notez que ce chiffre, ce n'est pas forcément un chiffre à mobiliser d'un coup, mais moyennant une planification bien réfléchie et l'application de cette planification, on peut y arriver. Si je dois faire quelques recommandations, eh bien, la première recommandation, c'est que l'État, ou en tout cas nos gouvernants, se rappellent que la route du développement passe par le développement de la route. C'est un dicton, paraît-il, camerounais. Si la route n'est pas développée, il nous sera difficile de sortir du cercle vicieux dans lequel le pays se trouve en ce moment. La tâche, comme je viens de dire, est immense, mais à ce moment-là, il y a des priorités que l'on peut mettre en place. Et voilà, je vais quand même donner quelques idées sur ces priorités pour chaque type d'infrastructure. Pour les infrastructures routières, je pense qu'il faut absolument, compte tenu aussi de l'état de sécurité dans lequel le pays se trouve, il faut réhabiliter et moderniser les routes que moi j'appellerais les routes de souveraineté nationale, celles qui permettent donc de transiter à l'intérieur du pays sans passer par l'extérieur. Voilà. Pour moderniser et sécuriser les routes d'intérêt national, par exemple la route Matadi-Kinshasa, c'est vraiment une artère, on dirait même l'artère qui relie le cœur au cerveau. Donc cette artère-là doit être préservée, doit être sécurisée. Et voilà, ça c'est une route à élargir et à consolider par tous les moyens et la rendre aussi sûre. Il faut un programme pluriannuel de réhabilitation et modernisation des routes nationales, les fameuses RN.
savez qu'il y a la RN1, RN2, ainsi de suite, qui permettent de relier pratiquement la plupart de nos provinces, même si ces routes font des zigzags à l'intérieur du pays, mais ça permet quand même de voyager d'un point à l'autre, peu importe la distance, mais au moins dans des conditions acceptables. Et le but ultime de ce programme, c'est de désenclaver les territoires. Il y a des moyens, pas trop chers aussi, que l'on peut mettre en place. C'est par exemple de réactiver ou de créer les brigades d'entretien des routes. À l'époque coloniale, je me souviens très bien, il y avait de telles brigades qui étaient responsables, chaque brigade était responsable d'un tronçon de route, surtout les routes de cette rurale. Et comme ça, ces routes étaient maintenues toujours en très bon état. Et ça sont des mesures qui ne coûtent pas très cher et qui, en plus, vont créer de l'emploi. David, si tu veux bien conclure. Hein? Oui, voilà, donc oui, je suis pratiquement à la conclusion. Juste pour dire qu'au niveau des infrastructures aéroportuaires, le pays est vaste, il faut aussi soigner la navigation aérienne, il faut que l'on puisse moderniser aussi nos pistes et nos aéroports, surtout aussi moderniser le système de contrôle aérien pour éviter les accidents. Idem pour les infrastructures fluviales et ferroviaires. Tout est important, tout est à faire ou à refaire dans ce pays. Voilà, il ne suffit pas de planifier, mais il faut aussi mettre toutes ces mesures en œuvre. Voilà, merci pour votre attention. Merci David pour cet exposé magistral, très captivant, intéressant, mais hélas très triste, il faut le reconnaître. Donc pour vous résumer, vous avez abordé les infrastructures de transport qui doivent assurer la connectivité entre les provinces, les territoires et même l'extérieur du pays, infrastructures qui assurent la cohésion nationale, le transport des produits du producteur au consommateur. Malheureusement, ces infrastructures ne sont pas entretenues. Les infrastructures ferroviaires et routières dans un état de délabrement avancé. Pareil pour tout ce qui est lacustre. Et bien entendu, tout ce qui est aéroport dans un état qui laisse à désirer. La RDC qui est considérée comme un trou noir. Vous proposez des solutions qu'il faut réhabiliter et moderniser ces infrastructures. Il faut que l'État se fixe des objectifs pluriannuels de nombre de routes à effectuer par an ou de chemins de fer. Et bien entendu, il faut reformer le secteur. Bien entendu, la facture sera salée, 55 milliards. Dieu merci, on n'est pas obligé de les mobiliser en un coup. Ça peut se faire sur plusieurs années. On espère que celui ou celle qui aura nous dirigé à partir de janvier 2024 vous entendra. Alors, là, les questions sont ouvertes, tout le monde peut poser la question, mais moi on dit toujours la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je veux poser la même question aux trois intervenants. Si chacun peut prendre 2 à 3 minutes, David peut-être un peu plus, puisqu'il regarde de manière générale. S'il vous est donné de hiérarchiser les infrastructures à bâtir à Goma, à Lissala et bien entendu dans tout le Congo, quelle serait, d'après vous, la hiérarchie, l'ordre d'exécuter ces infrastructures? C'est la même question que je pose à chacun. Et j'aurai d'autres questions, mais je laisserai la chance aussi à toutes les autres personnes qui le souhaitent de poser la question. Donc, je vais d'abord demander à Madame Botakana de nous donner, à son avis, si on devait hiérarchiser les infrastructures, quelle serait sa priorité 1, 2, 3 et pourquoi peut-être? Allez-y.
Madame Botakana, vous pouvez y aller, s'il vous plaît. Merci, M. Edgar, pour votre question. Je crois que dans la province de la Mongala, il faut commencer soit des infrastructures auxquelles on peut commencer avec ça. Je crois que c'est d'abord les routes. C'est d'abord les routes. En premier lieu, les routes nationales et des routes de dessertes agricoles et l'énergie. Il y a l'énergie et il y a l'eau potable. Et je crois que ce sont là les infrastructures auxquelles s'il y a peut-être un main-d'œuvre que vous pouvez faire dans notre province, c'est commencer d'abord par les routes, ensuite l'énergie et l'eau potable. Et à votre avis, pourquoi d'abord les routes, d'abord l'énergie et ensuite l'eau potable? À votre avis, pourquoi? Ça impacte un peu plus la population de manière directe, c'est ça? Oui, oui, surtout les routes, ça affecte trop la population parce qu'il y a des produits agricoles qui sont produits dans notre province là, mais la population ne parvient pas, il n'y a pas vraiment la connectivité avec d'autres provinces. Les routes ne permettent pas assez que les produits puissent quitter de la province de la Mongala pour aller où soit dans d'autres provinces. Il n'y a pas vraiment cette connectivité-là parce que les routes sont un état vraiment délabré, comme j'avais dit autrefois. Prenons côté économie, côté l'économisation, vraiment, nous devons voir, on va commencer d'abord par les routes pour permettre à la population d'aller vendre, d'exporter en fait, d'exporter leurs produits agricoles ailleurs. Et par rapport à l'énergie, il n'y a pas moyen à ce que d'autres entreprises puissent venir s'installer dans la province. Il n'y a pas moyen à ce que d'autres organisations viennent s'installer dans la province parce que pourquoi il n'y a pas l'énergie. Et avec l'énergie, on aura plus. Ça va faciliter la création des emplois et à travers les entreprises ou soit des organisations qui viendront s'installer, la population peut bénéficier et créer des emplois. Mais par rapport à l'eau potable, avec un eau très salée, je crois que même pas aujourd'hui à la longue, la santé des habitants sera affectée parce que nous n'avons pas une bonne qualité de l'eau. Voilà pourquoi je vais dire de commencer d'abord de voir les eaux. Parce que notre eau est dans la même. Quand vous mettez ça au fait, si on bouille ça, il y a dans les marmites là, ça laisse des couches blanches. Si on bouille l'eau là, mais on ne sait pas ce que ça crée dans nos santé, on ne sait pas. Peut-être qu'on le saura après. C'est pourquoi nous demandons toujours qu'on puisse nous aider à avoir accès à une eau potable dans la province de la Mongala. Merci. Merci, Madame Botakana. L'eau, c'est la vie, effectivement. Il faut de l'eau de bonne qualité afin de préserver la vie de nos concitoyens. Avant de laisser la parole à Faustin, j'aimerais demander à David s'il veut bien arrêter le partage de son écran, si c'est possible. Merci. Monsieur Faustin Ngoubi, si vous est donné de hiérarchiser les infrastructures les plus importantes qu'il faille mettre sur pied dans le Nord Kivu, on va dire en général, à votre avis, quelle serait cette hiérarchie et pourquoi? Merci beaucoup pour la question. Moi, je dirais et je persisterai que d'abord, c'est la route. C'est la route à deux niveaux. Premier niveau, c'est que la route va nous permettre de réduire les coûts de transport. Parce que si vous voyez les coûts de transport aérien entre Goma et
par exemple, jusqu'à Butembo. Le coût est cher, mais si cette route est bien réhabilitée et bien construite, on ne peut même pas payer $10 de Goma à Butembo. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est que ces routes-là, s'ils sont réhabilitées, construites, ça va nous faciliter à ce que les cultivateurs qui sont dans les différents villages vont avoir la facilité de faire arriver leurs produits du point de production vers les points de consommation. Et comme vous le savez, la province du Nord Kivu, c'est une province grainière. Donc, il y a les gens dans les villages qui cultivent, mais ils ne savent pas comment vendre leurs produits. Et ça a comme conséquence, d'abord, ça réduit la capacité financière du ménage, donc celui qui cultive. Et aussi, ça fait que les centres de consommation recourent à des pays voisins pour s'approvisionner en nourriture ou à biens de consommation. Deuxième moment, je peux dire qu'il faut construire plusieurs écoles techniques. Bien sûr qu'à Goma, il y a des belles écoles qui sont construites, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'écoles techniques, alors que notre lac ici regorge le gaz méthane. Si on produit beaucoup d'ingénieurs, par exemple, dans ce domaine-là, et si l'État y met les moyens, nous pouvons nous-mêmes exploiter ce gaz méthane et ça peut nous produire de l'électricité et de l'énergie pour la consommation ménagère et ça peut diminuer suffisamment la pression sur le parc, par exemple, de Virunga, parce que aujourd'hui, ça vous mentir, beaucoup de gens vont sur le parc pour y couper des arbres pour les charbons. Si vraiment nous arrivons à exploiter notre gaz méthane, ça peut vraiment faciliter à ce qu'il y ait moins de pression sur le parc de Virunga. Alors, évidemment, la même question pour David. Alors, à David, non seulement je souhaiterais qu'il donne sa hiérarchie selon sa vision, mais aussi en tenant compte des coûts. Parce que j'ai toujours ouï dire que le fleuve Congo, c'est un peu la colonne vertébrale qui traverse quasi tout le Congo. Qu'est-ce qu'il en dit? En tout cas, c'est une question subsidiaire à la question principale que j'ai posée. À son avis, s'il y a des hiérarchies, c'est quoi et surtout pourquoi? Allez-y, docteur. Oui, merci pour la question. Nous ne nous sommes pas concertés, en tout cas, je ne me suis pas concerté avec les deux autres, mais je risque de répéter aussi la même chose. La première priorité, comme je disais, la route du développement passe par le développement de la route. Je crois que c'est vraiment une première priorité. Il faut qu'on puisse développer les routes à desserte agricole rurale et aussi les routes nationales. Bien sûr, ça coûte cher, mais c'est vraiment le prix à payer. On peut y aller progressivement et on y arrivera. J'insiste aussi sur les routes pour rejoindre aussi notre ami de Goma, compte tenu du contexte particulier de cette partie du pays. Je pense que ces routes-là serviront non seulement à transporter les marchandises et à échanger les produits, mais aussi ça fait partie de ce que j'ai appelé une route de souveraineté nationale. Il faut qu'on puisse partir de Bukavu, nous-mêmes d'Ouvira, jusqu'à Butembo, en étant entièrement à l'intérieur du pays. Ça, c'est une sécurité, c'est en même temps un gage de souveraineté nationale. Je crois que c'est très important dans les conditions actuelles.
En deuxième lieu, il y a l'énergie, effectivement. Je n'ai pas parlé beaucoup, on n'a pas parlé de cet aspect, mais c'est très important qu'on puisse avoir de l'énergie pour pouvoir actionner les leviers économiques, les usines, que les artisans aussi puissent travailler. Et en particulier, le Goma, on a vu que c'est une ville qui est très débrouillarde. J'ajouterais par rapport à ce que disait notre ami, l'exploitation du gaz butane de lac Kivu, c'est même un impératif. C'est même un impératif, comme on l'a souligné, ce gaz-là constitue un danger public. Mais en même temps, si on l'exploite en bon escient, on peut produire de l'électricité. Les voisins ont déjà commencé à le faire. Il n'y a pas de raison pour que nous aussi, on ne le fasse pas. Ce gaz-là permettrait de doubler, si pas de tripler, la capacité énergétique de la région, c'est-à-dire du nord et du sud Kivu. Oui, le transport fluvial, nous avons cette chance d'avoir ce fleuve qui, disons-le, il est navigable, sauf à certains tronçons. Il est navigable pratiquement sur toute la longueur du fleuve. Mais seulement, il y a des endroits qui sont dangereux, il y a de l'ensablement qui se produit à certains endroits. Il faut donc draguer le fleuve pour que on puisse avoir un étillage assez important pour que les bateaux puissent passer aussi en sécurité. Ça, c'est aussi du travail, c'est de l'argent aussi, mais c'est tout à fait aussi faisable au même titre que les routes. Moi, je dirais que la navigation fluviale, même sur les rivières comme la rivière Kasaï, sur le Bangui, tout ça, on devrait les développer au même titre que les autoroutes, que les routes nationales qui sillonnent aussi le pays. Et le mieux, c'est qu'on puisse justement essayer de les intégrer, les autoroutes et les rivières et les fleuves de manière à ce qu'on puisse finalement sillonner tout le pays. Voilà. Peut-être aussi une chose, c'est concernant la navigation sur les lacs Tanganyika, Kivu, Kwama et Ndombo aussi, ce sont aussi des moyens de communication qui sont pratiquement gratuites. Et là, il n'y a pas de danger d'ensablement, mais il faut avoir des bateaux qui sont aux normes et respecter la réglementation. Merci David. Alors, je vois que M. Ando Changa a levé sa main. Je vais lui donner la parole dans une minute. Mais deux questions rapidement, une à David et une autre à Mme Botakana. David, vous avez parlé des routes de souveraineté. Mais dernièrement, on a vu notre chef de l'État aller en Angola parce qu'il y aurait un chemin de fer qui permettrait l'évacuation de nos minerais par l'Angola. Alors, une question qui me taraude. Est-ce que construire une route est plus cher que construire un chemin de fer? Parce que dans l'absolu, on pourrait prendre nos produits qui seraient Kolwezi, Manono, etc., avec soit une autoroute ou un chemin de fer si c'est moins cher et l'évacuer par le port de Matadi. Ainsi, on pourrait conserver notre souveraineté. Est-ce des solutions viables, le chemin de fer, par rapport à l'autoroute? Et l'autre question, Madame Botakana, c'est vrai que l'état des infrastructures est vraiment une hécatombe à la Mongala. Mais on a vu qu'à Goma, il y a quand même des initiatives locales où il y a des partenariats privés-publics. Est-ce que vous pensez qu'un type de partenariat serait applicable au territoire de l'Issala? Est-ce que ça pourrait apporter quand même un temps soit peu quelques infrastructures de base? J'aimerais avoir votre réflexion par rapport à ça. Et je vais laisser M. Ando Changa poser sa question pour compléter ce round. M. Chang, allez-y, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Merci aux différents intervenants.
En fait, j'ai une question pour chaque intervenant. Et puis, enfin, une question pour les deux premiers intervenants, on va dire, et une contribution pour l'intervention globale. En fait, la question pour notre ami de Goma, il a parlé des plans de sauvetage. En fait, je souhaiterais réellement savoir si c'est une réalité en tant que plan et véritablement un plan qui est élaboré, ou bien c'est une idée de faire les choses, parce que entre le fait de faire un plan en tant que projet, véritablement, mais par qui est-ce que c'est élaboré? Quelle institution qui porte ce projet-là? Parce que ça voudrait dire qu'il faut continuer ou poursuivre ou acculer l'institution en question. Donc ça, c'est la question pour Goma. Et pour la Mongala, ben, presque similaire. Existe-t-il des programmes au niveau du gouvernement? Il y a eu plusieurs gouvernements provinciaux qui se sont succédés dans cette province. Quels ont été les programmes, effectivement? Et y a-t-il des études de faisabilité? Parce que bon, c'est un des points majeurs et cruciaux dans tout le projet de chez nous. Il n'y a pas souvent des études de faisabilité. Et sans études de faisabilité, impossibilité d'avoir des financements par qui que ce soit. Alors, sur le plan global, j'informe qu'il y a, en 2003, il y a un groupe d'études de transport qui a fait un travail magnifique. Ça s'appelle, moi j'ai les documents que je partagerai au niveau de COPAX, hein, si vous voulez, mais par contre c'est une synthèse en fait, la synthèse des cadres politiques des transports de la RDC. Et là-dedans, on trouve le contexte général, problématique, l'état des lieux du secteur, les options stratégiques avec les réformes, les cadres juridiques et tout ça, les actions urgentes, les risques, le plan d'action à court terme. À l'époque, c'était de 2003 à 2005 et en moyen et long terme, de 2006 à 2015, hein, avec véritablement un travail très, très élaboré. Je me rappelle personnellement aussi avoir rencontré à l'époque, au niveau du ministère des Transports, quelqu'un qui m'avait informé qu'ils avaient travaillé sur le financement de Banque mondiale pour faire un projet global de transport multimodal au niveau de la RDC Congo. Ce travail a été fait, donc le travail existe. En fait, moi, ce qui me rend triste, c'est le fait qu'il y a des travaux comme ça qui existent, mais qui ne sont pas exploités ni au niveau national, ni au niveau provincial. C'est-à-dire qu'on fait comme s'il n'y avait rien, personne n'a rien fait. Et donc, voilà, c'est pour cela que je reviens sur l'histoire des plans de sauvetage. S'il y a un plan de sauvetage, ben, il faut s'y atteler et voir concrètement comment on arrive à ce que ces plans arrivent à être mis en activité. Et au niveau des Mongala, ben, effectivement, s'il y a des programmes, et je pense qu'il y en a des programmes, parce que les programmes de développement, de lutte contre la pauvreté, à l'époque où Mongala était encore district, il y a eu, en 2001, je crois, de programmes qui avaient été faits, et dedans, on trouve effectivement toutes les dimensions de transport aussi qui sont reprises. Donc, au niveau maintenant provincial, ben, j'estime que les gouvernements et l'Assemblée provinciale auraient dû, et s'ils ne l'ont pas fait, ben, il faut vraiment s'inquiéter, quoi. Okay. Voilà, je m'arrête là. On va laisser la chance aux intervenants de répondre. On va commencer par Faustin, puis Madame Botakana et enfin le docteur David Mouchama-Leroy. Faustin, allez-y, prenez 2-3 minutes si vous voulez, mais pas plus. Merci beaucoup, Arnaud, pour la question. Bon, en ce qui concerne le plan de sauvetage de la ville de Goma, il y a plusieurs études qui ont été faites et après, ces études ont été sanctionnées par l'élaboration d'un plan de délocalisation de la ville de Goma. Donc, c'est un plan qui est pris en charge par le gouvernement national à travers les ministères de l'aménagement du territoire. Et ces études ont été financées par la Banque mondiale. Donc, il y a un plan qui existe pour
la délocalisation de la ville de Goma. Et on a aussi un plan provincial de l'évacuation, le plan provincial de l'évacuation qui est piloté par les services de la protection civile en ville de Goma. Donc, tous ces plans existent bel et bien avec les coûts irrélatifs. Et quelle est l'institution qui s'en occupe? Parce que l'objet aussi, c'était ça, hein, pour pouvoir faire pression. C'est qui? Bon, en fait, les gouvernements, comme la fois passée, lors de la dernière éruption volcanique ici le 22 mai 2021, les gouvernements étaient venus et nous avaient présenté le plan et nous a même présenté les calendriers d'exécution du plan. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu le début du commencement de l'exécution de ces plans. Hélas. Merci, M. Ngobi. Maman Boudakana, allez-y, s'il vous plaît. Oui, merci, M. Charles, pour votre question. Je dirais que dans la province de la Mongala, il y a des études de faisabilité qui ont été faites. Et ça a été financé par la Banque mondiale. Il y a aussi des plans, bien sûr, mais jusque-là, il y a des études faites, mais il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de financement, il n'y a pas aussi de réalisation. On voit les études qui se font, mais après ces études-là, on ne voit plus que rien. On ne voit rien, il n'y a pas de réalisation. Il n'y a pas vraiment aussi des partenaires pour financer. Il y a d'autres partenaires qui viennent négocier avec les autorités de la province, mais des fois, on ne sait pas, mais ce plan-là, ça existe. Voilà en quelques mots ce que je pourrais vous dire. Alors, j'avais posé la question aussi du financement, qui est le nerf de la guerre. À Goma, on voit quand même des initiatives où on prélève une taxe et les privés se chargent de gérer les fonds pour construire des routes. Est-ce qu'une initiative similaire, ça serait viable à la Mongala? C'est quelque chose qui peut se faire pour pallier un tant soit peu au manque d'infrastructures, madame? Pardon, monsieur, si vous pouvez répondre encore à votre question, je ne vous ai pas bien suivi. Oui, je disais pour le financement. À Goma, on prélève une taxe qui est gérée par les privés pour financer les routes. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait chez vous aussi? Ah oui, hein? Ça pourrait être fait s'il y a des gens qui sont en mesure de gérer tout ça. OK. Donc, vous pensez qu'on pourrait créer ce genre de fonds si c'est bien géré, on pourrait quand même voir quelques infrastructures qui seraient faites. Merci pour votre réponse. David, j'avais une question pour toi. Vas-y. Merci de me redonner la parole. Au kilomètre, la ligne de chemin de fer coûte moins cher que le kilomètre de l'autoroute. Bien sûr, pour la ligne de chemin de fer, il faut ajouter les coûts de matériel roulant, il faut ajouter les gares. Mais de manière générale, l'autoroute coûterait plus cher. Mais il faut quand même se rappeler que ce genre de décision, puisqu'on a parlé de la ligne de chemin de fer qui passe par l'Angola, généralement, ce genre de décisions se prennent en prenant d'autres considérations, peut-être pour renforcer les amitiés entre les pays, et ainsi de suite. Mais dans le cas de la RDC, c'est vrai qu'on a déjà cette ligne de chemin de fer qui remonte. Hein. Depuis toujours, on parle de prolonger la ligne de chemin de fer jusqu'à Kinshasa, en passant par Ilebo. Des études existent aussi, très fouillées, mais ça n'a jamais été mis en application. Moi, je crois que c'est à mettre au compte de la plupart des projets que nous avons chez nous, où les idées sont évoquées et étudiées, mais il n'y a pas de suivi pour différentes raisons. Mais normalement, pour mieux faire, ça aurait été important de
développer les deux secteurs, que ce soit les autoroutes, puisque les autoroutes permettent de relier aussi d'autres centres qui sont traversés et développer en même temps le chemin de fer. Et le tonnage aussi n'est pas tout à fait le même sur le tonnage transporté par le chemin de fer par rapport à celui qui est transporté par la route. Parfait. Voilà. Merci pour votre mot. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Donc, on va conclure. C'est plus ou moins 1h30. Donc, c'est bon. Nous sommes dans les temps. Alors, j'inviterai chacun des intervenants à nous dire un petit mot de la fin, ses espoirs sur les infrastructures de demain, pour le Congo de demain. Donc, si chacun peut nous faire un petit résumé de ses craintes et espoirs, et on pourra conclure ainsi. On va commencer par, cette fois-ci, Madame Fallon Botakana. Un mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Merci encore pour la parole. Moi, je pense que les infrastructures nécessitent vraiment une aide importante. Ce qui génère, parce que avec les infrastructures, ça génère des emplois et ça stimule des croissances économiques. C'est les infrastructures qui donnent même l'image d'un pays. Donc, s'il y a des infrastructures bien construites, on va voir aussi qu'il y a un pays, on verra l'image d'un pays par rapport à ces infrastructures. Et voilà un peu le moment de la fin. Merci, Madame Botakana. Monsieur Ngoubi, Faustin, un mot de la fin, vos réflexions? Oui, d'abord, c'était un plaisir pour exposer sur l'état des infrastructures actuelles dans la ville de Goma. Je dirais que comme on est dans l'année électorale, je dirais que nous puissions, comme population, comme acteurs de la société civile, choisir des dirigeants responsables. Parce que si on a des dirigeants responsables, il faut transformer les plans qui sont couchés sur le papier en réalité. Et ces plans existent, ces études existent. Il manque que seulement la volonté politique pour que ces plans puissent prendre corps. Merci. Merci, Monsieur Ngoubi. Et David, si vous voulez bien, un mot de la fin, vos réflexions plus générales, vos craintes, vos espoirs. Oui, j'ai bon espoir que les dirigeants qui seront là à partir de l'année prochaine auront justement cette nouvelle conscience que la RDC a besoin de se développer et que ce pays doit pouvoir aussi être compté parmi les nations qui décollent et qu'à ce moment-là, ils mettront tout en œuvre pour que les infrastructures essentielles puissent être construites. J'ai quand même la crainte que voilà, peut-être que malgré les études qui ont été faites, malgré aussi la bonne volonté, si les conditions sécuritaires ne sont pas améliorées, il sera difficile d'avoir accès à des investisseurs, d'avoir des gens qui viendront investir pour pouvoir nous aider à développer ces infrastructures. Mais bon, il faut quand même garder espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Merci à chacun de nos intervenants. Merci à David de Paris. Merci à Monsieur Faustin Ngoubi de Goma. Merci à Madame Fallon Botakana de l'Isala. Nous vous remercions d'avoir pris de votre temps pour pouvoir nous exposer sur tous vos points de vue locaux. C'est très important que l'on fasse des analyses sur des points bien précis pour que les gens puissent comprendre le ressenti de la population à la base. Je remercie l'audience, les personnes qui ont bien voulu se connecter sur comment dirais-je, Zoom. Et bien entendu, je vois des gens aussi sur Facebook. Merci de votre temps. Donc, nous allons continuer la série des webinaires sous élection
dans 2 semaines. Évidemment, en termes d'infrastructure, on ne pouvait pas faire le tour de toute la question. Ça nous prendrait des journées, des colloques. Nous avons à peine éludé tout ce qui est transport. Nous n'avons pas vraiment abordé l'électricité, énergie renouvelable, soins de santé, eau potable, infrastructure de l'éducation, l'infrastructure digitale. Ce sont des points qui pourront faire l'objet des webinaires dans une date future. Mais pour le moment, on va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre temps. Et encore une fois, bonne fin de journée, bonsoir. C'est selon votre fuseau horaire. Merci et à la prochaine. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci beaucoup.